Bonjour à tous et bienvenue dans Cult Click pour une nouvelle vidéo de presque qualité. C'est un engagement et eh bien j'ai envie de dire avec l'Amicaire, ça faisait longtemps qu'on vous avait pas fait de vidéo news. Les plannings, le fait qu'on a dû changer de setup, vous l'avez vu, c'est plus le même décor. Il y a, notre décor habituel est un peu occupé donc pas mal de travail sur Cult Click, mais de travail qui ne s'est malheureusement pas beaucoup vu. Et du coup, on n'a pas eu le temps de faire les news ces derniers temps. Et là, ça nous faisait très plaisir de se poser et de vous parler un petit peu des meilleures news ciné-séries. Ker, tu commences par le point le plus attendu. Je parle évidemment du point pognon. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très vite sur la chaîne. Des bisous. Ciao. Alors, le point pognon. Alors, figure-toi, mon cher Greg, qu'aux États-Unis actuellement, c'est plutôt calme. On est rentré dans la période creuse du box-office. Le film qui a pris la tête ce week-end, c'est Don't Worry. Je le dis hyper mal, hein. Je pense que les personnes qui ont compris que je disais le mot Rory sont mortes de rire. Don't Worry, non, j'y arrive pas. Darling, d'Olivia Wilde, film qui a fait énormément parler parce qu'en fait tout le casting s'est entretué pendant la promo avec le mec des One Direction. Ça tombe, il est pas des One Direction, tout le monde va vouloir me tuer. Harry Styles, je crois que c'est ça, qui aurait craché sur Chris Pine lors d'une projo. Il y a eu dispute, Shia LaBeouf entre Olivia Wilde, Florence Pugh également. Et en plus, c'était un film que tout le monde attendait parce que ça sentait le chef-d'œuvre et les critiques sont particulièrement moyennes. Et ben, le film a quand même pris la tête du box-office américain. Il devance The Woman King, un film qui a l'air très intéressant. Si j'ai bien suivi, c'est un groupe de combattantes africaines qui se battent contre l'envahisseur colonial avec Viola Davis dans le rôle principal. Et l'autre truc que je voulais vous dire qui est important, cette semaine, c'était la sortie, enfin ce week-end, c'était la ressortie aux États-Unis d'Avatar. Et Disney espérait une nouvelle vague sans mauvais jeu de mots, pour Avatar. Et ben, ça n'est pas arrivé. Le film n'a fait que 10 millions de dollars de recettes pour son week-end de sortie. Donc c'est Avatar, premier du nom, remasterisé avec une technologie qui sera plus ou moins enfin, qui sera utilisée. Certains passages sont dans la technologie qui sera utilisée sur Avatar 2. C'est pas forcément très rassurant pour Avatar, pour le 2. Surtout qu'il y a eu plusieurs, comme le disait l'ami Max que je salue, il y a plusieurs personnes qui sont allées voir Avatar en pensant que c'était le deuxième. Donc voilà. Il faut quand même souligner que The Woman King était premier la semaine d'avant. Donc c'est un plutôt bon succès pour ce film étonnant. Et du coup, mon cher Kerr, justement, je rebondis parce que je suis tombé sur un article de Collider qui lui disait que c'était 30,5 millions au niveau mondial et il considérait eux que c'était un énorme succès. Alors, tu vas nous donner ton avis sur ça. Maintenant, ce qui est à savoir, c'est que ce succès est aussi aidé, enfin ce succès avec des guillemets, hein, l'expert Kerr va nous en parler, mais le truc, c'est qu'il faut aussi savoir que sur Avatar, eh bien, du coup, il y a eu des images inédites de la suite qui sont diffusées donc à la suite du film, donc pour ceux qui sont à fond sur le film, et également James Cameron qui a un peu réagi pour dire pourquoi est-ce qu'il y avait eu autant de délais entre le premier et le deuxième, et pour lui c'est aussi pour des raisons principalement technologiques, parce qu'il voulait développer des nouveaux outils pour pouvoir faire de la motion capture, donc capturer le visage des personnages pour que les avatars bleus soient le plus réalistes possible, à la fois dans une scène classique, mais aussi dans des scènes où ils sont sous l'eau, puisque visiblement le nouveau film va être beaucoup sous l'eau, et donc technologiquement, il aurait fallu développer des outils qui n'existaient pas depuis des années. Alors toi, donc Collider dit gros succès, incroyable qu'un film qui soit déjà produit ressorte avec 30,5 millions de dollars de recettes. Et il le titre en disant il ne faut jamais parier contre James Cameron, c'est incroyable, cet homme c'est le dieu du dollar. Et toi, quel est ton avis, Kerr? Bah, le film sort aux États-Unis. Donc le film fait 10 millions aux États-Unis, 30 millions au niveau mondial.
Il sort dans moins de salles que les gros films qui sont sortis récemment. Donc là, par exemple, aux États-Unis, il est sorti dans 1860 salles, contre plus de 4000 pour Don't Worry, Darling, que je dis toujours si mal. Le truc, c'est que ils ont les meilleures salles. Toutes les meilleures salles sont pour Avatar, pour pouvoir diffuser la HFR. Les places sont plus chères, donc forcément, les recettes gonflent. Et objectivement, 30 millions pour une ressortie, j'ai envie de dire pourquoi pas. Mais c'est au niveau mondial. C'est un film qui est à 2 milliards. 30 millions, c'est une goutte d'eau. C'est globalement, l'idée, c'est réhabituer le public à Avatar. C'est accompagné d'ailleurs de la sortie d'un bouquin sur l'univers de Pandoria que j'ai acheté, et qui d'ailleurs, je vous le dis, qui est plutôt sympathique, mais pas très complet, j'ai l'impression. Euh, mais derrière, il y a des frais. C'est-à-dire que les 30 millions, c'est large, enfin, c'est le budget promo de la ressortie d'Avatar, c'est bien plus que ça. Il y a énormément de publicité pour la ressortie d'Avatar, en spot, sur les différentes applis comme YouTube, etc., en affiches. Enfin, il y a énormément de frais qui sont générés par la ressortie du film, et juste le fait de le remasteriser. Donc globalement, c'est une ressortie à perte s'ils ne récupèrent que 50 ou même juste 100 millions de dollars. Ils seront très à perte. Donc Collider s'emballe peut-être un peu parce que, en effet, dans les ressorties, il n'y a jamais eu vraiment de ressorties qui ont cartonné, à part peut-être celles qui ont eu lieu au moment de la pandémie, parce que au moment de la pandémie, rappelez-vous, et encore, hein, les chiffres étaient ridicules, mais on a eu des semaines où les films étaient premiers, c'était Jurassic Park et Les Dents de la Mer. Alors oui, Les Dents de la Mer, 50 ans après leur sortie, être premier du box-office, c'était historique. Mais là, on est quand même sur du 30 millions, qui fait que sur le bilan de l'année, le film Avatar remasterisé n'apparaîtra pas dans le classement des films qui auront le mieux marché. D'ailleurs, c'est là-dessus sur lequel je voulais revenir. C'est qu'on a maintenant deux films de 2022 qui sont milliardaires. Le premier, c'est toujours, et il va le rester un bon moment, Top Gun Maverick. Je pense qu'il ne peut être battu que par deux films. C'est Wakanda Forever et Avatar 2. Hein, on verra si ça marche. J'espère que j'en ai pas oublié un. Donc Top Gun Maverick est à 1,4 milliard. Il s'approche des 1,5 milliard. Énorme succès. Il marche toujours en salle. Ça, c'est quand même étonnant. Il faut le souligner. Il y a eu un report de la sortie du Blu-ray en France pour des raisons qu'on ignore, en tout cas que moi j'ignore, mais le fait qu'il soit toujours en diffusé en salle n'y est peut-être pas pour rien. Et l'autre film qui est milliardaire, et c'est pas du tout mérité, c'est Jurassic World Dominion, qui est très mauvais, mais qui a dépassé Doctor Strange. Doctor Strange Multiverse of Madness ne dépassera pas le milliard. C'est quand même, il faut le souligner, un échec pour Marvel. Alors vous allez me dire, c'est bien mieux que le premier, oui, mais avec tout le battage qu'ils ont fait sur Doctor Strange, le fait qu'ils présentent le film comme un sous-Avengers, avec beaucoup de personnages et beaucoup de possibilités, beaucoup de fantasmes, comme il y avait eu sur Spider-Man le dernier. Voilà. Gros carton de Minions, du film Les Mignons. Le deuxième, qui est à plus de 900 millions de dollars de recettes. C'est énorme. Batman est cinquième, avec 770 millions de dollars. Et pour l'instant, il est devant Thor Love and Thunder. Autre échec qui, pour moi, pour Marvel. Parce qu'on va redire, oui, 750 millions, c'est bien. Mais on pouvait s'attendre à beaucoup mieux, vu la hype qu'il y avait autour du film, vu la hype autour de Thor, la présence des Gardiens de la Galaxie, et le fait qu'on n'a pas eu de film, ou peu de films Marvel, qui reprenaient des personnages majeurs de Endgame. Donc voilà. Et je regarde un petit peu derrière s'il y a des choses intéressantes à noter. Les 200 millions de Bullet Train avec Brad Pitt, c'est correct. Le film DC League of Super Pets, tu sais, avec les animaux super-héros, c'est quand même bien vautré. Et il faut souligner le joli petit succès de Nope de Jordan Peele à 170 millions de dollars au niveau mondial. C'est bien. Et Nope, j'en parlerai après. Bah, je vous en parle maintenant. Allez le voir, c'est un excellent film.
si vous avez vu les précédents films de Jordan Peele, donc Get Out et Us, et que vous n'avez pas été séduit par son cinéma. Us était un film que je trouve difficile à prendre en main, Get Out beaucoup moins, mais là Nope est beaucoup plus simple, beaucoup plus, on va dire, grand public, et il est excellent, et il a des plans, des passages qui vont vraiment marquer, vraiment marquer, vraiment. Je trouve que Nope est un des top 3 des meilleurs films de l'année pour moi, pour l'instant. Voilà pour le point pognon, mon cher Greg. Je sais pas si tu l'as vu, mais on a changé un petit peu pendant que tu parlais ton fond pour faire le fond pognon. C'est une fausse bonne idée. Voilà. Soyons clairs avec les gens qui regardent la vidéo. Alors, donc du coup, et ça moi je le dis, hein, c'était une idée nulle. Alors, moi je vais enchaîner sur deux petites news. La première, c'est John McTiernan. Il y a un tweet qui est dans les images que tu vas trouver, où donc John McTiernan, c'est celui qui avait fait Piège de cristal, qui avait fait... qui avait fait Last Action Hero, qui avait fait Une journée en enfer, et il avait fait Basic, qui était son dernier film, qui est plutôt très bien, moi qui m'avait beaucoup plu, Basic, et avec John Travolta, si je ne me trompe pas. Et donc Basic, et donc Joe McTiernan, pour être plus précis, en fait en 2012 a complètement arrêté de réaliser des films, puisqu'il s'est retrouvé en prison pendant un an. Il avait mis sur écoute son producteur. Voilà. Donc du coup, c'est interdit par la loi. Il était en prison. Ne le faites pas chez vous. Kerr condamne très vivement cela, je le précise. Et en fait, donc là, lors d'un entretien avec une journaliste, il expliquait qu'il avait deux films en préparation, notamment un qui était une inspiration, que c'était Pour une poignée de dollars, donc un espèce de western, mais sur une autre planète. Et il y a eu un tweet qui a été fait pour montrer un des visuels de ce potentiel film. La journaliste dit qu'elle a pu en voir plus, et que les visuels étaient assez fous sur le film. Bon, Joe McTiernan, au final, il nous a fait quand même beaucoup de films vraiment très cool. J'espère un petit peu revoir revoir ces films. Voilà. Et donc du coup, news suivante, la news suivante qui vous intéressera sans doute plus, qui sera un tweet également, ma chère Galadriel. C'est tout simplement un message sur Twitter et une réponse du service donc de Apple qui a généré beaucoup de débats, beaucoup d'investigations. Et en fait, la question était que quelqu'un, donc un utilisateur comme vous et moi, avait acheté 3 films sur iTunes. Et un jour, donc, quand il voulait retourner voir ces films, 2 d'entre eux avaient disparu. Et donc il contacte iTunes en disant j'ai acheté des films, ils ne sont plus disponibles au visionnage, que se passe-t-il? Et donc Apple lui répond avec merci d'avoir choisi Apple. Et derrière, donc, ils lui répondent qu'en fait, c'est tout simplement qu'eux ne possèdent plus les droits de ces films. Et donc, du coup, comme ils les achetaient à cette plateforme, ces films par répercussion, ne lui appartiennent plus. Donc bref, ça fait un buzz sur les réseaux sociaux. La presse commence à faire des investigations. Et en fait, visiblement, la problématique, c'est que quand les plateformes vendent des films, donc là, je ne parle pas de streaming, vous avez un abonnement sur Netflix, vous regardez des films. Là, je parle de quand les plateformes vendent des films. En fait, elles les vendent, et dans le contrat de vente, il est écrit que vous avez le film tant qu'eux-mêmes possèdent les droits du film. Donc si, pour faire un exemple à la con, vous achetez sur Amazon Prime Video, vous achetez Star Wars Un Nouvel Espoir. Et que Disney décide de ne plus laisser ce film sur d'autres plateformes que la plateforme Disney+. Eh bien, le film que vous avez peut-être payé 15 ou 20 euros pour avoir la version 4K, ne vous appartiendra plus. Évidemment, gros débat sur la presse, avec un encouragement des utilisateurs à ne pas acheter de films sur les plateformes de streaming
mais en Blu-ray ou DVD. Et au final, eh ben, j'ai envie de dire, je suis plutôt d'accord. Moi, mes petits Blu-ray là, qui sont derrière là, et mes DVD, j'étais vraiment en train de réfléchir à tuer ma collection, ou en tout cas à ne plus jamais acheter de Blu-ray. J'ai par là les Marvel, et notamment, alors, les dernières raisons pour lesquelles j'étais des Blu-ray, c'était pour la version 3D. J'ai une télé qui fait de la 3D, de temps en temps, c'est marrant. Et le truc, c'est que, bah, en fait, n'achetez plus jamais sur les plateformes de streaming, achetez vos DVD, vos Blu-ray, ou juste regardez sur les plateformes d'abonnement. Mais je trouve ça fou. Je trouve ça fou de vendre quelque chose qui en fait n'est qu'une vente de quelques semaines, quelques mois, quelques années. Je trouve ça bizarre. Est-ce que ça te fait un peu réagir, K? Bah oui, mais alors que je suis pas du tout cadré. Dans le milieu du jeu vidéo, c'est ça finalement. Steam, c'est un peu la même chose. C'est t'achètes du démat et on peut te le prendre du jour au lendemain si Steam ferme, si on te ferme ton compte, s'ils C'est pas perdent pareil. les droits Il des jeux aussi. y a une différence qui est majeure. En fait, sur Steam, sur Steam, quand ils te vendent un jeu. Si le support du jeu, par exemple, s'arrête, bon, le jeu est quand même dans ta librairie et au bout d'un certain temps, tu ne pourras plus y jouer juste parce que le jeu n'est plus supporté. Ça, c'est le premier cas qui arrive sur Steam. Mais en fait, l'autre cas que tu décris, qui est Steam meurt. Ok, mais ça, c'est la plateforme meurt. Ça, c'est une chose. Mais là, c'est pas le cas dont on parle. C'est de dire Steam va bien, mais le créateur du jeu a décidé de le retirer de Steam. Ok, mais à l'heure actuelle, quand c'est le cas, tu regardes ton jeu, tu gardes la possibilité d'y jouer et de le télécharger et de jouer avec la version que tu as téléchargée. Là, ce qu'on dit, c'est que tu n'as plus la possibilité, le créateur décide de retirer le jeu de Steam, ça te retire le jeu de Steam. Steam est en vie, Steam marche, etc. Mais ça te le retire. Et pour le coup, je rappelle que des films qui sortent et qui rendent des catalogues, ça arrive tous les mois. Donc tous les mois, on est susceptible d'avoir des films qui ont été achetés sur cette plateforme qui disparaissent de ton portefeuille et qui ne reviendront peut-être jamais. Voilà. Ouais, non, ouais, je suis d'accord. C'est vrai que c'est gênant, c'est gênant. Je suis d'accord avec toi. Euh, News suivante, mon cher Kier. Bah, alors moi, je vais pas faire une news, mais vu que tu as parlé d'Apple, je vais rebondir et faire un point vue-on, parce que c'est les trucs qu'on regarde et qu'on aime bien. Et ça fait un moment. Et en fait, comme là, actuellement, on est vraiment dans une vague de quatre séries majeures qui vraiment canalisent toute l'attention, dont deux mastodontes, que sont House of the Dragon, The Rings of Power. À côté de ça, il y a Andor qui vient de commencer, la critique est sur la chaîne. Et She-Hulk, la critique de la mi-saison est également sur la chaîne. Et d'ailleurs, voilà, vous avez plein de choses à regarder. Moi, j'avais envie de m'arrêter sur Apple TV parce que c'est un paradoxe. Autant les produits Apple, je m'en fous et j'en ai pas. Autant Apple TV Plus m'étonne énormément par la qualité de leur série. Et j'en ai déjà parlé. Et là, récemment, j'en ai regardé plusieurs qui méritent vraiment le coup d'œil. On m'avait conseillé, archi conseillé Ted Lasso. Et en effet, c'est très drôle. Je salue Medjay parce que il m'a tanné pour que je le regarde. Et il a raison, c'est très drôle. J'ai regardé Five Days at Memorial qui est sur la catastrophe de Katrina en Nouvelle-Orléans. Euh, c'est la Nouvelle-Orléans, il me semble, hein. Sur les 5 jours qui suivent, c'est-à-dire quand les digues pètent et qu'on a donc on suit en fait un hôpital qui est privé d'électricité, de bouffe et tout, Mais et t'es où il sûr va que y c'est avoir la plus comédie de l'année, ça? de quoi? T'es sûr que c'est la comédie de l'année du niveau de Ted Lasso? Parce que là, le Non, contexte que non, tu te décris, il a l'air anxiogène. non, non, je parle. Là, c'est plus du tout une comédie. C'est un drame avec un excellent casting. Et en fait, dans cet hôpital, il va y avoir une cinquantaine de personnes qui vont mourir, qui vont être abandonnées Ok, spoil de ouf. totalement. Donc, c'est une série qui est réussie, qui est pas, je trouve, aussi bonne que certaines perles d'Apple TV que je vais vous citer là, mais qui mérite d'être regardée. Severance, vous avez été très nombreux à nous conseiller cette série qui est un véritable ovni et qui est une des meilleures séries de l'année. Vraiment, une série très étonnante. Le concept est assez simple. Des personnes choisissent
de, on va dire, partimenter leur mémoire. Quand ils sont au travail, ils ne savent absolument rien de leur vie privée. Et quand ils sont à la maison, ils ne savent absolument rien de leur vie professionnelle. C'est extrêmement particulier, mais c'est une super série. C'est une vraie perle. Beaucoup la mettent comme la meilleure série de l'année. Et c'est pas loin d'être mérité, je pense. Il y a une série qui a eu sa saison 3 diffusée en 2022, qu'on parle, dont quasiment personne ne parle, que moi j'avais déjà évoqué au lancement d'Apple TV, puisqu'on avait fait un focus dessus. C'est For All Mankind, l'Uchronie sur la conquête spatiale. En fait, le point de départ, ce sont pas les Américains qui sont arrivés en premier sur la Lune, mais les Russes. Ça va avoir des répercussions sur tout. Et la saison 2, Greg, c'est le meilleur truc que j'ai vu Est-ce que ça traite des gens qui depuis. croient pas qu'on est allé sur la Lune du coup? Et les Non, Russes non, leur non. disent ferme ta gueule. Oui, ils évoquent ça notamment. Mais vraiment, la saison 2 et la fin notamment m'a mis une claque énorme. C'est vraiment le meilleur truc que j'ai vu, tout confondu cette année. Et le dernier truc que je voulais évoquer, c'est une série très drôle. Il me semble en avoir déjà parlé dans une vidéo. C'est Bad Sisters. C'est l'adaptation d'une série belge. Le principe est génial. Il y a 5 sœurs. L'une d'elles se fait bouffer littéralement par son mari qui est un énorme enfoiré. Et en fait, les 4 autres décident de buter le mari pour libérer la sœur. Le début de la série, c'est lui et ses obsèques, donc on sait qu'elles ont réussi. Quel chemin vont-elles prendre pour y arriver? Et on va aussi se rendre compte que le mec, c'est vraiment un gros enfoiré. C'est actuellement diffusé. Là, il y a le dernier épisode, je crois, de la saison 1. Je sais pas s'il y aura d'autres saisons qui vont être diffusées. Et un autre viewing que je voulais vraiment faire, c'est le film Athéna de Netflix, qui est sorti, qui fait beaucoup parler, parce que le sujet allait forcément faire beaucoup parler, de Romain Gavras, qui est le fils de Costa Gavras. Euh, Vraiment, en termes de réalisation, de jeu d'acteur, notamment, j'ai pas son nom, mais celui qui joue le plus jeune des frères, le meneur de la révolte, il est extraordinaire. Il y a un plan séquence au début du film qui est complètement dingue. La réalisation, la photo, la musique. Athéna, c'est une énorme claque. Vraiment une énorme claque. J'ai pas du tout envie de rentrer dans le débat politique parce que il est nauséabond dans tous les sens. Euh, et je dis pas que tous les arguments sont nauséabonds, mais il y a tellement de haine, d'opposition, de tout autour du film que moi j'ai juste envie de rester sur le côté cinéma. Et en fait, du coup, je vais plutôt me porter outre-Atlantique, puisqu'Athéna a été critiqué par la presse américaine et par des grands cinéastes américains, notamment. David Fincher a dit que Athéna était une énorme claque, un vrai chef-d'œuvre. Variety, The Hollywood Reporter ont dit que le film était fabuleux. Et si vous le prenez juste en tant qu'œuvre et que vous mettez de côté vos convictions, etc., enfin, un regard et tout l'aspect cliché que vous pouvez vous ressentir, Athéna, c'est un film d'1h30 qui m'a pris aux tripes du début à la fin et que j'ai trouvé très bon, au point où ça faisait longtemps, mais je l'ai relancé derrière pour le revoir une deuxième fois. Bon, je ne suis pas allé au bout de la deuxième fois, mais vraiment très bon film, je vous conseille. Niveau cinématographiquement parlant, c'est une claque. Bon, vraiment bravo Romain Gavras. Pardon, je tousse. J'ai fait le tour. T'as un truc, toi, que tu regardes en ce moment, que tu veux conseiller dans nos vivons? Eh bien, en fait, en ce moment, moi, j'ai pas beaucoup de temps, donc je suis très au travail. Et entre tout ce qu'on fait sur Golden Click, sur Game of Thrones et Le Seigneur des Anneaux, j'ai pas beaucoup de temps. Du coup, le seul truc que j'ai regardé en me couchant ces derniers temps, parce que j'avais envie de remettre des petits chaussons, c'était de regarder Friends. Et j'ai revu comme ça quelques Ah, épisodes de la saison 1. Et j'avoue que j'ai la malédiction en fait d'avoir trop regardé cette série. Et du coup, je connais ce que les personnages vont par dire à cœur? chaque instant. Ce Ouais, qui est, ouais. dommage. Et j'ai sauté quelques épisodes. Et vers la fin de la saison 1, il y a un moment où j'ai l'impression que je m'en souviens un peu moins bien. Et du coup, je prends plus de kiff à revoir. Voilà. Donc un Moi, tout ça me petit fait ça avec vieillon. Et je Brooklyn pense que Nine-Nine. personne ne connaît pas Friends. Sur Brooklyn Nine-Nine, je connais tous les épisodes et presque par cœur.
qui fait que maintenant, quand j'ai envie de me faire un petit Brooklyn Nine-Nine, il n'y en a plus aucun que j'ai vraiment envie de voir parce que je les connais par cœur. Donc là, Là, tu vas Pardon. mourir. Quand- C'était tes derniers mots. quand j'ai envie de me marrer sur une série que je connais bien, je regarde The Office. Et à propos de The Office d'ailleurs, sachez que la série anglaise, donc qui ne comporte que 12 épisodes, 2 saisons de 6 épisodes. Alors il y a un épisode spécial, mais il n'a pas l'air d'être sur Amazon, vient de sortir sur Amazon Prime. Voilà. Je crois que l'épisode spécial y est, en fait. Ouais, j'ai un doute. Mais de Ricky Gervais. Par contre, c'est uniquement en VO, donc si vous voulez le voir en VF, c'est raté. Mais c'est pareil. C'est pareil que la version américaine, mais c'est hyper malaisant. Ceci étant dit, je dois reconnaître quand même qu'en termes d'adaptation, The Office US, c'est quand même hyper balèze. Parce qu'ils ont quand même réussi à faire un truc qui est sur beaucoup de points, je trouve, supérieur. Et pourtant, j'adore Ricky Gervais. Mais The Office, vraiment, si vous n'avez jamais vu, mais sautez dessus, quoi. Sautez Et du dessus. coup, moi, j'en profite pour parler de View-On. Et dans la catégorie View-On où je regarde de nouveau les mêmes choses qu'avant, eh bien, j'avoue que je me suis remis à garder Le Seigneur des Anneaux. Et en recommençant du Hobbit. Et c'est toujours tellement tellement toujours une claque et tout. Et enfin, bref, donc un grand plaisir. Et puis après, du coup, ça m'a permis de commencer Les Fils d'Urin, de Urin, pour pas qu'il y ait de confusion en français. Enfin bref, c'est un plaisir que de se mettre dans cet univers. On enchaîne avec des news Ouais. Alors, ensuite, donc pour revenir sur les news, je vais dans la catégorie les plateformes et les infos. Je vais revenir sur une autre plateforme. Et je vais parler, enfin une autre plateforme. En fait, donc je vais parler de l'affaire Weinstein. En fait, l'affaire Weinstein, il y a Kevin Smith, donc qui a réalisé le film qui s'appelle Dogma. C'est pas cette image. Et c'est donc le film Dogma qui a été réalisé par Kevin Smith il y a très longtemps, qui est un film qui est une espèce de satire sur la religion, enfin les religions et particulièrement la religion catholique. On y voit notamment Matt Damon et j'ai un gros Ben trou. Affleck. Ben Affleck, merci, en ange qui viennent sur Terre. Et le truc, c'est que ce film, donc, a été financé par Weinstein. Et Weinstein, en fait, à un moment, juste avant que l'affaire Weinstein sorte, a appelé plusieurs des réalisateurs dont ils avaient financé des films pour leur dire ouais, j'ai financé ta suite, le film que tu veux, etc. Parce qu'en fait, ils cherchaient des défenseurs à Hollywood. Kevin Smith a répondu. Clairement, ça n'a pas été un défenseur de Weinstein sur ce qui s'est passé. Et du coup, quand a été la question de qu'est-ce qui se passe, est-ce que le film aurait une suite, ça a été tué dans l'œuf. Et maintenant, en fait, la société de production de Weinstein donc, continue de posséder les droits de Dogma et a juste décidé de ne pas les vendre à aucune plateforme, ni de vendre d'édition des DVD. Donc le film Dogma a disparu, parce que juste Weinstein n'a pas aimé que Kevin Smith ne le soutienne pas dans cette méga affaire qui a pas mal éclaboussé Hollywood. Et donc, alors Kevin Smith aime bien dire que son film sur les anges appartient aux démons. Et encore une fois, un film, une œuvre créatrice. Donc évidemment, il y a sans doute sur le marché de l'occasion des DVD qui existent, mais vous ne pourrez en tout cas pas le voir. Et truc marrant, Kevin Smith a essayé de rameuter un peu une communauté autour du film, a proposé 5 millions de dollars pour racheter les droits, et Weinstein a refusé. Et par contre, ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé une autre société avec un autre nom, et a vendu les droits de Dogma à cette autre société qui a un nom qui n'est pas public. Et en fait, quand il y a un bad buzz sur le nom de cette société écran, il change de société. Voilà. Donc vraiment des techniques de beau gosse. Voilà. Je vais enchaîner par une autre news un peu sur les plateformes autour de Sandman.
donc la série sur Netflix, série qu'on avait beaucoup appréciée avec Kerr. Et il y a Neil Gaiman qui est donc Beaucoup le, nuance. le showrunner. Pardon? Moi, je nuance le beaucoup. Tu m'as dit que c'était la meilleure série que tu avais vue de ces 10 dernières années. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, ce n'est pas le même Kerr que nous avons en caméra qu'en vrai. Mais non, une série qu'on avait beaucoup aimée, qui a beaucoup de défauts, mais que on a quand même beaucoup aimé. Et donc, Sandman a été sorti le 5 août sur Netflix. Il a eu un succès. Il est resté longtemps en série la plus regardée sur août. La série a continué à avoir une communauté qui a grossi sur les réseaux sociaux sur août. Et ces derniers temps, Netflix avait tendance, quelques jours après, une semaine après, à valider une seconde saison. Et là, donc, c'est une adaptation d'un comics d'ici. Il reste énormément de comics, de la suite des comics à adapter. Et pour autant, Netflix n'a pas confirmé de saison 2. Et donc, suite au fait de se prendre des questions en permanence, Neil Gaiman a répondu sur Twitter, comme vous le pouvez le voir, en répondant que tout simplement, eh bien, en fait, Netflix est encore en train d'analyser les datas du temps passé par spectateur sur la série. Et en fait, c'est une série qui est atypique pour Netflix parce que c'est une série qui n'a pas été binge-watchée en masse. Donc les gens ne sont pas restés à regarder les 12 épisodes en un week-end. Mais c'est une série où les gens faisaient des longues sessions de visionnage, l'arrêtaient et la reprenaient plusieurs journées, plusieurs semaines après. Et ça, c'est un type de visionnage qui n'est plus habituel chez Netflix. En gros, est-ce que la série va être... ils vont capter notre temps pendant 2-3 jours où on va passer que notre temps sur la série ou pas? Et si c'est pas le cas, et bah, du coup, ils passent plus de temps à analyser, vérifier les stats, etc. Et on voit donc 2 choses. La première, c'est à quel point Netflix maintenant prend des décisions vraiment... quasiment uniquement, puisque c'est le seul débat là, basé sur les audiences. Est-ce que oui ou non l'audience est bonne? Et la deuxième, c'est leur point de vue sur qu'est-ce qu'une bonne audience, qu'est-ce qui va justifier de prendre des abonnements, qu'est-ce qui est, tu vas créer, est-ce qu'ils vont chercher quelque chose qui est créé une hype, de la communication, du fait qu'on va revenir régulièrement. Bref, on voit un petit peu cette stratégie Netflix qui évolue et qui du coup est très claire avec les créateurs. Alors avant, ça, au cinéma, c'était pas très différent. On disait, t'as coûté ou t'as rapporté de l'argent au box-office, je te finance ton film ou pas suivant. Là, c'est vraiment une question directement connectée aux audiences, un peu comme à la télé. Moi, je trouvais ça intéressant. C'est peut-être la première fois où je vois vraiment un créateur annoncer directement comme ça, qui sont en train de d'éplucher les datas et qui vont répondre plus tard, quoi. Voilà. Kerr, tu as d'autres news? Ah oui, j'en ai plein. Il y a un trailer de The Last of Us qui vient de sortir. Alors moi, je suis un immense amoureux de The Last of Us. Le casting est ouf, je trouve, surtout sur les premières images. On a Pedro Pascal et Bella Ramsey qui jouent respectivement Joël et Ellie. Bella Ramsey, c'était la petite Mormon dans Goth. Il y a Nick Offerman également, mythique pour son rôle dans Parks and Recreation, qui joue le personnage de Bill. Il y a Anna Torv de Fringe et de Mindhunter qui joue le rôle de Tess. Et j'ai cru voir dans le trailer, mais peut-être que je dis une bêtise, mais j'ai cru voir l'actrice Melanie Lynskey, pardon, qui est une des héroïnes de la série Yellow Jacket. Je reparlerai plus tard dans les news de Yellow Jacket, pas aujourd'hui, parce que la saison 2 de la série, qui a quand même été un des gros succès de l'année en termes de série, a largement étoffé son casting pour la saison 2. Donc voilà, The Last of Us, moi le trailer m'a convaincu, mais de toute façon, peu m'importe ce qu'ils font sur les annonces, les affiches, ils peuvent faire n'importe quoi, je m'en fous, je vais regarder. Neil Druckmann de Naughty Dogs est dessus, et Craig Mazin de Chernobyl également. Donc voilà, mais le gros dossier, mon cher Greg, c'est le To Doom de Netflix qui a eu lieu le 24 septembre, alors je m'installe mieux. Donc c'est un live globalement de 3 heures où on a eu énormément d'annonces, de contenu, des trailers pour les fans, hein. Voilà. Bon, en fait, c'était juste de l'annonce, comme font plein d'autres boîtes, et notamment Disney, etc., mais aussi dans les jeux vidéo. Et on a plein de trucs, je vais rapidement vous le dire, hein, parce que
Voilà, il n'y a pas non plus de trucs qui m'ont défrisé. Trailer de Enola Holmes, la suite, toujours avec Henry Cavill et Helena Bonham Carter qui joue à Daron. On a bien sûr Millie Bobby Brown dans le rôle principal. Sur The Witcher, annonce de Blood Origins, qui est la mini-série avec Michelle Yeoh. Il y a déjà eu un trailer. Là, on sait que ça sort le 25 décembre. La saison 3 de The Witcher sortira cet été. Ce qui potentiellement, c'est pas encore confirmé, mais pourrait se friter en fonction du planning avec la saison 2 d'House of the Dragon et avec la saison 2 de The Rings of Power. C'est pas confirmé, on s'emballe pas, mais c'est une possibilité. Annonce d'une série qui s'appelle The School of Good and Evil, qui moi, dans les faits, me fait un peu penser à Harry Potter. On a entre le bien et le mal dans une école. Ça sort le 19 octobre. Série un peu... C'est un film d'ailleurs, c'est pas une série, je dis une bêtise, c'est un film. Avec dans les rôles, on va dire, les actrices les plus connues, on a Kerry Washington de la série Scandale et Charlize Theron. Autre événement majeur de Netflix, c'est la suite d'À couteau tiré avec Ryan Johnson, qui arrive très prochainement. La date m'échappe, mais c'est pour bientôt. Ryan Johnson, qui, pour ceux qui ne le savent pas, s'est remis difficilement de notre critique de Star Wars épisode 8 et du fait que, en effet, il détruit les maisons où il s'installe. Manifeste, il y avait le trailer de la saison 4 qui a été diffusé. C'est la dernière saison de la série qui marche bien sur Netflix, il faut le noter. La sortie de la saison 3 cet été en France faisait partie des séries les plus regardées. Donc voilà, on a également un trailer et une date de sortie, c'est en novembre. Et un mercredi pour la série Wednesday, la série sur mercredi de la famille Adams, avec Catherine Zeta-Jones et Louise Guzman notamment. Et on a l'actrice Jenna Ortega qui jouera mercredi. Jenna Ortega qui n'est pas du tout une petite fille, c'est une actrice qui est déjà connue et réputée, et qui a notamment joué dans Scream, le film. Quoi d'autre? On a un film avec Jason Momoa. Le trailer est sorti, ça s'appelle Slumberland. Jason Momoa, méconnaissable. Bon, il se fait plaisir avant Aquaman 2 qui sortira peut-être un jour. Il y a également une vidéo qui a été sortie avec Guillermo del Toro sur son film Pinocchio. Sachez qu'il y a une version Pinocchio qui vient de sortir sur Disney+. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pareil, premières images d'Extraction 2 avec Chris Hemsworth, Tyler Rake. Ça, c'est gros projet de Netflix et grosse licence. Shadow and Bone, la saison 2 revient, toujours avec Ben Barnes et je sais plus comment elle s'appelle l'actrice, Maylee, je sais plus. Série d'Heroic Fantasy qu'on avait couvert sur la chaîne, vous pouvez regarder la critique. Ça pétait pas plus haut que son Qui cul, s'était mais vendu comme le nouveau GOT. Hein. Et ouais, maintenant oui. que GOT est revenu, Mais mal vendu. surprise, surprise. Ouais, mal vendu. Il y a un truc qui va nous intéresser, mon cher Greg. C'est un documentaire sur la NBA et plus particulièrement, du coup, pas sur la NBA, mais sur la Dream Team de 2018. Non, de 2008, pardon. Je dis des bêtises. Des JO de 2008. Dans l'équipe, il y avait Kobe, Dwayne Wade, Melo et notamment LeBron James. Donc, on verra plein de monde. On verra tous ceux qui ont affronté notamment les Américains, comme par exemple Pau Gasol, qui était très très proche de Kobe Bryant, parce qu'ils ont joué ensemble aux Lakers. Ils ont formé un duo légendaire aux Lakers, hein, presque autant que celui de Kobe et Shaq. Ils ont gagné des titres ensemble, les derniers titres de Kobe. Donc, ça sera l'occasion de revoir Kobe, qui est décédé malheureusement il y a 2 ans et demi. Il y a la saison 4 de You. D'ailleurs, pour info, il y a de plus en plus de documentaires sur le basket. Il y en a un que Netflix doit sortir sur Bill Russell. Et comme je crois que je n'en avais pas parlé puisqu'on n'avait pas fait de vidéo news, Bill Russell qui est une de mes idoles absolues en termes de sport, qui est décédé il y a un mois maintenant, à peu près, et qui est le recordman absolu du nombre de titres gagnés en NBA. Et je fais un petit encart basket, mais il y a une stat, mon cher Greg, qui est incroyable. Bill Russell a pris en nombre de points marqués,
il doit y avoir une trentaine de joueurs à tout casser dans toute l'histoire de la NBA qui ont marqué plus de points que Bill Russell a pris des rebonds. Donc prendre un rebond en basket et marquer des points, c'est clairement pas la même chose. Pour vous dire à quel point Bill Russell était un génie et un mec engagé en plus pour la défense des droits des Noirs aux États-Unis. Enfin, c'est quelqu'un que j'admirais énormément et j'ai été très peiné de son décès. Il y a un film avec Jennifer Lopez qui sort qui s'appelle The Mother. Voilà, où elle se venge, etc. Heart of Stone avec Gal Gadot, qui est un film d'espionnage. Il y a eu des infos également sur Bridgerton, quelques infos sur la saison 3, mais surtout les premières images du spin-off qui s'appelle Queen Charlotte sur la reine d'Angleterre. Et puis il y a eu des petits... Alors il y a un truc qui m'intéresse moi, c'est The Crown. The Crown, il y a des infos et un teaser sur la saison 5 qui est sortie. Et la saison 5 de The Crown, mon cher Greg, va aborder le moment, on va dire, du règne de Elisabeth II qui est le plus sombre. C'est le décès de Lady Diana et le silence qui a duré 6 jours, si je ne dis pas de bêtises, d'Elisabeth II avant qu'elle ne prenne officiellement la parole, alors que toute l'Angleterre et une immense partie du monde était choquée par le décès de Diana. C'est vraiment une zone d'ombre du règne de la reine Elisabeth II, et ça va sortir peu de temps après le décès de la reine. Comme on sait que la famille royale n'adhère pas du tout à The Crown, on peut imaginer qu'il va y avoir un rejet massif. En tout cas, ça va faire parler et il pourrait y avoir un rejet du public américain. Sachez que la reine d'Angleterre est incarnée dans la saison 5 par Imelda Staunton, qu'on a vu notamment dans Harry Potter, et qui était excellente dans Harry Potter. Donc voilà pour les infos Netflix. Et si tu en permets une dernière, rapidos, qui va faire plaisir à tous les fans de Breaking Bad et surtout à tous les fans de Better Call Saul. Apple TV a gagné la bataille. C'est Apple TV qui va diffuser la prochaine série de Vince Gilligan. C'est pas le truc qui va vous faire plaisir. Ce qui va vous faire plaisir, c'est qu'il a donné le rôle principal de cette série à Rhea Seehorn, qui a le rôle principal féminin de la série Better Call Saul. Donc, elle a crevé l'écran dans Better Call Saul. Son personnage dans Better Call Saul était absolument adoré des fans. Et au vu des réactions des amoureux de Better Call Saul à l'annonce de la nouvelle série de Vince Gilligan avec elle dans le rôle principal, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir ça. Et quel va être le sujet de la série, on ne sait pas. C'est une série fantastique que le public américain et les différents articles que j'ai pu lire présentent un petit peu comme une sorte de X-Files. Donc très hâte de voir ce que va faire le créateur de Breaking Bad sur cette nouvelle série. À toi mon cher Greg. Alors comme je sais que tu as des news, je vais vraiment résumer très vite fait. En plus, moi, les dernières news sont moins intéressantes. Du coup, le premier, c'est Nier Automata, l'adaptation du jeu vidéo en anime qui sort en janvier 2023 par une studio qui est une division de Aniplex, le studio A1. Le deuxième, c'est le dessin animé le plus attendu, enfin le manga le plus attendu là de cette fin d'année, c'est Chainsaw Man. Pour rappel, ça sort le 11 octobre. Les derniers trailers viennent juste d'être diffusés. Et après, puisqu'on est dans les choses qui arrivent dans pas longtemps, et je sais que Kerr, il y a quelque chose qui te chauffe beaucoup, c'est la nouvelle saison de Doom Patrol qui a été annoncée pour arriver en décembre sur HBO. Je crois que c'est la saison 4. Et l'avenir de Doom Patrol ainsi que de Titans est pour l'instant en pointillé avec tout ce qui se passe actuellement sur DC. Voilà, mais au moins tu auras cette saison. Et du coup, je termine avec deux fun facts. John Cena vient de rentrer dans le Guinness Book des records puisqu'il vient de passer la barre des 650 Grain to Wish. Donc c'est la Make-A-Wish Foundation. Vous savez, c'est ce truc où des enfants, souvent malades, en phase terminale, ont un vœu avant de ne plus être avec nous, et donc il demande à faire parfois ça peut être une journée dans un endroit insolite, parfois ça peut être une rencontre avec une de leurs stars, etc. Et John Cena en a fait 650 de ces journées Make-A-Wish. Je trouve ça fou, et là pour le coup on n'a pas de denrée plus rare que son temps, et donc d'avoir donné autant de son temps, je trouve que ça parle vachement du bonhomme.
Sur John Cena, c'est un mec que je connaissais pas du tout. Enfin, je savais que c'était un catcheur. On l'avait vu dans le film avec Melissa McCarthy où il était très drôle, on en avait déjà parlé. Je l'ai moi vraiment découvert dans Peacemaker parce que Fast and Furious ne compte pas. Dans Peacemaker, je le trouve excellent, mais vraiment excellent. Et surtout, musicien, puisqu'il joue du piano, etc. C'est quelqu'un qui est très étonnant. Et je pense vraiment que c'est un bon gars. Et ça me ferait vraiment chier qu'on découvre qu'un jour ça n'est pas, c'est pas le cas. Et cette news, tu vois, ça me fait vraiment plaisir. Celle que tu viens de faire. Bah, c'était à la base pas pour te faire plaisir à toi, hein, c'était pour les enfants malades, mais content que par ricochet ça te fasse plaisir. Et je termine par une autre news un petit peu bidon, mais qui a attiré mon regard. C'est Tom Hardy qui est apparu, pas par hasard, mais en fait qui a voulu faire une compétition de manière anonyme de Jiu-Jitsu. Donc pour ceux qui se posent la question, c'est une ceinture bleue. Et il a fait une compétition de Jiu-Jitsu dans un endroit, dans une zone locale, en En Angleterre, Angleterre, ouais. une petite compétition de gymnase, etc. Pas du tout un truc où ils s'attendent à avoir des gens. Et il a gagné. Il a gagné, donc il a dû sans doute vouloir tester un petit peu son niveau. Voilà, le premier truc qu'il disait à ses opposants, c'est tu t'en fous de qui je suis et tout, vas-y, fais, sois à ton maximum et tout. Et du coup, bon, ça fait beaucoup penser à, encore une fois, un film qui aime énormément Care Warrior, où il faisait Ah ouais, justement j'y du pensais. MMA. Et voilà, visiblement, il a gardé la passion du truc. Et bon, après, forcément, le problème, c'est que coup de com' ou pas, bah, même s'il vient avec aucune équipe, maintenant, les gens ont des téléphones et c'est eux, là, vos journalistes sur le coup. Mais on voit qu'en plus, qu'ils essayent de baisser la tête pour pas que ce soit le sketch de la compète. Et voilà, je trouvais ça marrant. Kerr, Ouais. dis-nous, tu as beaucoup de news. Vas-y, file, la vidéo, elle dure déjà 50 minutes, dépêche-toi, Ouais. dis-nous tout. Je fais très vite. Je fais très vite et je vais commencer par une news qui a été balancée par Voici. Et j'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre parce que je ne m'y attendais pas du tout. La news de Voici, et je vous la donne telle quelle, Passepartout, donc de Fort Boyard, est en couple avec Patricia, qui est la mère de la conjointe de Passe-Muraille. Voilà. Moi, je suis littéralement tombé de ma chaise. Voilà, si vous voyez pas qui est Passepartout de Fort Boyard, il y a la chanson, il y a tout. Voilà, moi, je vais vous parler de Mr. et Mrs. Smith, la série d'Amazon Prime. La série sur le papier était excellente, portée par Donald Glover et l'actrice que j'adore. Et bien évidemment, je vais oublier son nom parce que je suis fatigué et qu'on doit aller très vite. Euh, Waller-Bridge, l'actrice de Fleabag, qui est une génie absolue. Et en fait, elle a quitté le projet, malheureusement. Donc c'est aussi la scénariste du dernier James Bond. Mais vraiment, si vous avez jamais vu Fleabag sauter dessus, elle a été remplacée par Maya Erskine, qui est une actrice beaucoup moins connue, mais très prometteuse qu'on a vu dans Obi-Wan Kenobi récemment. Et le casting s'est étoffé avec Paul Dano et John Turturro. Donc ça, c'est déjà du très lourd. Et ils viennent d'annoncer deux nouveaux noms. Parker Posey, qui est très calme. Elle est posée dans la vie, tranquille. On l'a vu dans Scream. Et surtout, Wagner Moura. Wagner Moura, c'est qui? C'est Escobar dans la série Narcos. Autre truc intéressant, c'est Shantaram, qui est une nouvelle série Apple TV. Vous allez me dire, je parle que d'Apple TV. Mais vraiment, c'est pas du business. J'aime pas les produits Apple. Donc, par contre, j'aime bien Apple TV. Et ils ont un projet qui me plaît beaucoup. C'est avec Charlie Hunnam, le héros de Sons of Anarchy notamment, qu'on a vu dans Pacific Rim, qu'on a vu dans Le Roi Arthur, qui était d'ailleurs très bien. On en a parlé plusieurs fois de Guy Ritchie. Et en fait, il y a la nouvelle série, donc Shantaram, qui sort le 14 octobre, série de 12 épisodes, qui est l'adaptation d'un bouquin de Gregory David Roberts, qui raconte l'histoire d'un fugitif en Inde. Ça a l'air vraiment cool. Et si j'en parle, c'est parce que c'est le retour à la télé ou aux séries de Charlie Hunnam euh, après les Suns. Je vous fais très vite quelques news sur la D23, qui est le truc de Disney qui était il y a quelques temps. Mais on n'en a pas parlé. Juste pour vous parler de l'équipe des Thunderbolts. Le film était officialisé. Il y avait plein de rumeurs sur le contenu de l'équipe qui allait être. Vous savez, les Thunderbolts, c'est l'équivalent de la Suicide Squad chez Marvel. En tout cas, c'est comme ça que c'est présenté. C'est pour concurrencer DC et Suicide Squad qui est maintenant porté par James Gunn. Donc on connaît les membres. Il y a Yelena Belova qui est jouée par Florence Pugh.
qui sera la big boss de l'équipe. Elle aura avec elle son père, Red Guardian, qui est joué par David Harbour de Stranger Things, qu'on avait vu dans Black Widow. Il y a John Walker, donc US Agent, qu'on a vu dans la série Crotte, Falcon and the Winter Soldier. On a Bucky, ça c'est la grosse surprise, Bucky Barnes qui revient. Ça, on ne s'y attendait pas. Bucky Barnes. On a Ghost, qui est joué par Anna John Kamen, qui était la grande méchante de Ant-Man 2. On a Taskmaster de Black Widow, qui est joué par, et je le dirai pas si vous n'avez pas envie de vous faire spoiler Black Widow, mais alors là, ils y sont allés totalement niveau spoil, on s'en fout complètement, on balance tout. Voilà. Et dans le casting également, on aura le retour du personnage de Valentina Allegra de Fontaine, qui est jouée par l'excellente Julia Louis-Dreyfus, qui a eu une tonne de récompenses pour la série VIP, et qui sera la big boss de l'équipe, qui sont l'équivalent d'Amanda Waller. Il y a des absents qui étonnent beaucoup, et le principal, c'est le Baron Zemo. Normalement, il fait partie des Thunderbolts, et en plus, comme il est revenu dans l'univers du MCU avec avec Falcon and the Winter Soldier, on pourrait s'étonner, on pouvait s'attendre qu'il soit là, il n'y est pas. Alors peut-être que ceux qui ont vu la série avec Falcon, on peut imaginer qu'ils vont aller le chercher dans le film. Pas de Red Hulk, pas d'Abomination pour l'instant, mais peut-être qu'il y aura des infos là-dessus. Par la suite, j'enchaîne avec deux petites news Marvel. Il y a un film qui a été annoncé qui s'appelle Werewolf by Night, qui est un film, on va dire, d'horreur sur un super-héros loup-garou qui est dans une thématique, une manière de faire, et basé sur un comics très peu connu, mais surtout qui va changer radicalement de ce que fait le MCU, ce qui devrait pas être accroché au MCU d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Il y a un truc, moi, que je voulais citer sur ce film, qui a d'excellentes critiques d'ailleurs, mais vraiment excellentes. Les premières critiques sont tombées, le film sort début octobre sur Disney+. Rôle principal, Gaël Garcia Bernal, donc c'est pas non plus n'importe qui. Mais surtout, le truc qui m'a mis sur le cul, mon cher Greg, c'est que le film est réalisé par Michael Giacchino. Et Michael Giacchino, c'est un de mes compositeurs de BO préférés. C'est lui qui a fait la BO de Lost. C'est lui qui a fait la BO de Là-haut, par exemple, le film Pixar. Qui a fait des BO récemment, comme Batman, comme... Enfin, il a fait plein de trucs. Et Michael Giacchino se met à la réalisation. Donc j'ai hâte de voir ça. Et apparemment, c'est une réussite. Donc voilà. Et l'autre truc que je voulais vous dire, c'est une news qui vient de tomber il y a quelques minutes. Il y a Tenoch Huerta qui joue Namor dans le film Wakanda Forever, qui a annoncé à Empire que Namor était un mutant dans le MCU. C'est confirmé. Alors vous allez me dire, il y a des versions où Namor est un mutant. Oui, d'ailleurs, Marvel a très longtemps qualifié Namor de premier mutant. Mais premier mutant chronologiquement. Namor est un personnage qui est très très vieux dans les comics Marvel. C'était un des premiers. Mais alors attention, chronologiquement, ça n'est pas le vrai premier mutant, puisque Selene est apparue il y a 10 000 ans, par exemple, dans l'histoire des X-Men, et c'est elle, la vraie, plus ancienne mutante de l'univers des X-Men. Donc voilà, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que après le personnage que vous savez, si vous n'avez pas vu la série, je ne vous le dis pas, on a potentiellement, et là ça a l'air d'être confirmé, un nouveau mutant qui apparaît dans le MCU. Donc les X-Men arrivent. Voilà. J'ai terminé mon cher Greg. Est-ce que la news sur Passepartout t'a étonné? Moi, j'ai envie de dire que si je devais retenir qu'une seule news aujourd'hui, ce serait étonnamment pas celle-là. En fait, c'est dommage que Galadriel n'ait pas le tweet, elle l'aurait montré. Et en fait, c'est juste surréaliste. Voilà. Ah non, mais Galadriel n'est plus là, hein. Il n'y a plus personne ici, hein. Là, j'ai même laissé la lumière Non, mais- allumée pour faire plaisir. Là, les news étaient trop longues. Du coup, eh ben, j'ai envie de dire, pendant qu'on Mais quand remballe, on est tous les deux, on kiffe. est-ce que tu as on d'autres kiffe choses le temps, que tu veux nous on dire s'en ou fout. parce que bon, là, on est en train de tranquillement éteindre la lumière. T'as la d'autres vidéo news ou n'est pas? pas Parce que trop longue, là, hein. c'était long, hein, je te cache pas. Oh, mais là, t'exagères. Bah, je te laisse dire au revoir, puis je redirai moi au revoir après, ok?
Ça roule. Vas-y. Eh ben, merci à tous. Je suis très content de pouvoir vous dire que cette vidéo est finie. Elle est beaucoup trop longue. On va tranquillement éteindre la lumière et rentrer chez nous. Des bisous à tous. Et le mot de la fin pour la Mickey. Ah ben, bonne nuit.